ceux qui connaissent mon travail savent que je ne suis pas un expert dans le sujet de la clôture épistémique, mais j'ai commencé à m'intéresser au sujet parce que je m'intéresse au scepticisme et aux relations entre le scepticisme radical et la connaissance perceptive. L'idée du papier est de défendre une manière de bloquer certains arguments sceptiques basés sur les principes de clôture, en essayant d'explorer une condition qui n'est pas suffisamment étudiée dans la littérature, c'est l'idée que pour avoir des connaissances, pour connaître les conséquences de ces qu'on sait perceptivement, il faut en faire une déduction compétente. Donc, je vais m'intéresser aux conditions d'une déduction compétente et je vais essayer de montrer que si on prend au sérieux cette notion, peut-être on peut bloquer certaines conséquences peu désirables du principe de clôture épistémique tout en gardant le principe. On va commencer avec un exemple célèbre de Fred Dretske, qu'on va appeler les zèbres. Julie est au parc zoologique où elle voit un zèbre dans la cage marquée zèbre. Elle a un système visuel normal, n'a pas de compétences en zoologie et n'a pas vérifié l'animal. Vu que les conditions d'éclairage sont normales, Julie acquiert la connaissance perceptive en la proposition « ceci est un zèbre ». Si Julie a des compétences logiques normales, elle sera en mesure de faire un certain nombre de déductions à partir de cette connaissance. Par exemple, il y a un animal dans la cage, il y a quelque chose avec des bandes noires et blanches dans la cage. Ceci est soit un zèbre, soit une autre espèce animale avec des bandes noires et blanches. Si l'on suppose que la déduction est une bonne manière d'élargir nos connaissances, il s'ensuit que Julie vient à connaître toutes ces propositions. Ces principes de clôture épistémique, ou ce qu'on appelle les principes de clôture épistémique, on va voir que j'ai en tête une formulation spécifique de ces principes, vise à rendre explicite cette idée. La déduction est une bonne méthode d'accroître nos connaissances. Or, ces principes semblent être à l'origine d'un certain nombre d'énigmes, c'est ma manière de traduire puzzles, et je vais me focaliser sur deux puzzles. Le premier qu'on peut appeler l'énigme de l'immodestie épistémique. Si Julie venait à faire des déductions de tout genre à partir de ses connaissances perceptives, alors elle devrait être capable d'acquérir des connaissances qu'elle ne semble pas être capable d'acquérir de cette façon. Par exemple, vu que ceci est un zèbre, ceci n'est pas une mule déguisée comme un zèbre. Vu que je vois un zèbre, je ne suis pas un cerveau dans une cube dont les expériences ont été produites par un ordinateur surpuissant. On a une résistance à considérer qu'elle acquiert par cette manière des connaissances en ces propositions. Un autre problème, c'est le bien connu énigme du scepticisme radical. Si Julie n'était pas en mesure d'acquérir des connaissances, mais les principes de clôture étaient vrais, alors elle n'aurait pas les connaissances ordinaires que nous lui avons attribuées tout au début. Et une version courante de cet argument dit si Julie sait que ceci est un zèbre, alors elle sait qu'elle n'est pas un cerveau dans une cube. Julie ne sait pas qu'elle n'est pas un cerveau dans une cube, donc Julie ne sait pas que ceci est un zèbre. Donc il a été difficile de résoudre ces puzzles, ces énigmes, sans subir certains coups. Supposons que le scepticisme radical doit être notre dernier recours. Donc on n'est pas prêt à accepter le scepticisme radical. Donc on peut distinguer au moins trois stratégies de réponse possibles. Une première, c'est, comme vous le savez, c'est de rejeter les principes de clôture. Donc on peut proposer des analyses de la connaissance qui infirment les principes de clôture, mais évitent l'immodestie épistémique et le scepticisme radical. Une autre alternative, c'est essayer de défendre les principes de clôture. Donc on peut proposer des analyses de la connaissance qui préservent les principes, évitent le scepticisme radical, mais semblent mener à l'immodestie épistémique. Donc j'inclus dans cette série d'options les conceptions dites néo-mouréennes, où on peut vraiment connaître la négation des propositions sceptiques par une déduction compétente à partir
des connaissances et des propositions ordinaires gagnées par la perception. Une troisième stratégie de réponse, je vais l'appeler le compatibilisme. Le compatibilisme dit qu'on peut proposer des analyses de la connaissance qui imposent des restrictions sur les connaissances que l'on peut acquérir par la déduction, afin d'éviter le scepticisme radical et l'immodestie épistémique. On peut inclure dans cette option un certain nombre de conceptions contextualistes, attributor et contextualisme, et les contrastivismes à la Schaffer, qui défend une version restreinte du principe de clôture, et certaines lectures des propositions charnières de Wittgenstein, dont on a une version dans les livres récents de Pritchard. Je voudrais suggérer que nous pouvons obtenir les bénéfices du compatibilisme sans encourir des engagements théoriques substantiels, voire révisionnistes, concernant la nature de la connaissance. Donc, je suis attiré par une conception invariantiste de la connaissance, donc je n'aimerais pas être un contextualiste sur la connaissance, mais il me semble qu'il faut imposer certaines restrictions aux connaissances qu'on peut acquérir par la déduction. Voici la structure de mon argument. Je vais suggérer que la formulation la plus plausible du principe de clôture appliqué à la connaissance impose une condition de déduction compétente. Pour que les propositions impliquées par ce que l'on sait soient des connaissances, il faut que l'agent les déduise de manière compétente. Les cas qui ont été proposés comme des contre-exemples au principe de clôture et qu'on va appliquer au cas qui m'intéresse, sont des cas où l'on ne peut pas déduire ces propositions de manière compétente. Donc, ces cas ne sont pas des contre-exemples au principe de clôture dans sa version la plus plausible, mais ce sont des cas où le principe est vrai de manière vide. Ce que je veux dire par là, c'est que l'antécédent du principe est faux, donc comme l'antécédent du principe est faux, donc ces contre-exemples ne sont pas vraiment des contre-exemples au principe. Donc, si j'ai raison, donc cette stratégie permet de bloquer l'argument sceptique et éviter l'immodestie épistémique sans réviser notre concept ordinaire de connaissance, et ça nous permet de garder le principe de clôture épistémique. On va travailler avec une formulation qui est très courante maintenant du principe, qui trouve ses origines chez Williamson, on la trouve chez Hawthorne, et qui a été aussi proposée par Pritchard. Si un agent S sait que P, et S déduit que Q de P de manière compétente, en acquérant par ces moyens la croyance que Q, tout en conservant sa connaissance que Q, alors S sait que Q. Donc, cette formulation considère la déduction comme un processus psychologique qui se déroule dans le temps. Et on peut distinguer trois conditions dans cette formulation. D'abord, l'agent doit effectuer la déduction. Comme le dit Hawthorne, avant de faire la déduction, je ne sais pas que Q. Donc, il faut faire quelque chose. Pendant le processus, l'agent doit conserver sa connaissance de la prémisse, et ce processus doit mener le sujet à acquérir la croyance à la conclusion Q. On a ici trois conditions nécessaires pour la connaissance déductive. Intuitivement, si j'acquiers la connaissance que Q par une déduction à partir de ma connaissance que P, ma croyance que Q devrait être bien fondée sur ma connaissance que P. Évidemment, il y a plusieurs discussions sur la manière d'analyser cette relation de fondation, ou basing relation, mais il me semble que quand les philosophes qui proposent ces principes introduisent ces conditions, ont en tête une conception assez intuitive des cas de basing failures, des cas où on a l'intuition que cette relation est falsifiée, même si on n'a pas une analyse positive de la basing cell. Par exemple, on est d'accord que la déduction ne devrait pas exploiter un principe d'inférence déviant. Ou on est d'accord que, supposons que l'agent croit P et croit Q, sait que P implique Q, mais dérive Q d'une autre raison R. Donc ça, ce sont des cas qui posent des problèmes. Donc on veut exclure ces cas, et c'est pour ça qu'on introduit cette condition de déduction compétente. Donc mon plan maintenant, c'est d'offrir une caractérisation préliminaire de la déduction comme un type de raisonnement théorique.
Je voudrais utiliser cette caractérisation pour introduire 3 normes qui régulent les raisonnements déductifs. Ensuite, je voudrais soutenir que si une série de pensées viole l'une de ces normes, il ne s'agit pas d'une déduction compétente. Et je vais suggérer que les contre-exemples au principe de clôture violent 2 normes du raisonnement déductif. Donc voilà l'idée. Mon point de départ est l'idée selon laquelle le raisonnement théorique est un phénomène au niveau personnel dans lequel quelques croyances causent ou produisent d'autres croyances. Le raisonnement théorique est différent des arguments. C'est une idée qui vient de Harman et qui a été reprise dans plusieurs travaux récents. L'année dernière, Connor McHugh a présenté une théorie dans cette direction. Même si différente de celle de Harman, elle accepte que quand on parle de raisonnement théorique, on parle d'une activité intellectuelle et pas d'un objet abstrait. Et quand on parle de raisonnement théorique, ces raisonnements théoriques concernent des attitudes vis-à-vis des propositions et pas seulement des contenus propositionnels. Donc ce que je veux dire ici ne s'appliquerait par exemple pas à la justification propositionnelle. On a quelque chose de plus. On peut justifier cette distinction avec certaines remarques qui viennent de Harman. Par exemple, dans un argument valide, la prémisse P implique la conclusion Q. Cela peut constituer une bonne raison de croire que Q, mais pas forcément. Donc il est parfois raisonnable de nier la prémisse à la suite d'un raisonnement. Donc on a des raisons de distinguer les deux choses. On peut appeler croyance prémisse les croyances à partir desquelles on raisonne, et croyance conclusion les croyances auxquelles on raisonne. Une conception du raisonnement en général ou théorique en particulier doit nous expliquer la différence entre les changements de croyances qui résultent d'un raisonnement et les changements de croyances qui résultent d'une causalité brute, comme par exemple quand j'ai un coup de marteau dans la tête, et ça produit une certaine croyance. Je voudrais explorer l'idée selon laquelle le raisonnement théorique est une espèce qui a un but constitutif qui fixe les normes d'un bon raisonnement. Et je voudrais utiliser certaines de ces normes pour caractériser un raisonnement déductif compétent. Mon hypothèse est que le but du raisonnement théorique est d'obtenir des croyances vraies. Et on pourrait essayer de justifier cette hypothèse en disant que c'est en partie parce que le raisonnement transmet la vérité d'une croyance à l'autre qu'il constitue une bonne manière d'accroître nos connaissances. Donc, quand on prend au sérieux ces buts, on peut faire l'hypothèse que ces buts fixent les normes d'un raisonnement théorique. Il y a plusieurs types de raisonnements théoriques. On a des raisonnements déductifs, inductifs, abductifs, etc. Donc, quiconque s'engage dans un processus de raisonnement doit respecter les normes générales du raisonnement théorique et les normes spécifiques au type de raisonnement qu'il veut effectuer, faute de quoi son raisonnement n'est pas compétent. Je voudrais introduire 3 normes constitutives du raisonnement théorique et les appliquer au raisonnement déductif, pour après revenir au contre-exemple supposé au principe de clôture. Je trouve ces normes très intuitives, mais au fur et à mesure qu'on a avancé dans les colloque, je me suis aperçu que peut-être il faudra préciser les concepts des normes en jeu, donc toutes vos remarques ou objections là-dessus sont les bienvenues. Une première norme, c'est la norme que je vais appeler la norme de la vérité. Cette norme nous dit « prends seulement des propositions vraies comme prémisse ». Cette norme semblerait suivre de la nature du raisonnement déductif, de ce que ça constitue de faire un raisonnement déductif, par opposition à un raisonnement par l'absurde, où on peut prendre des prémices fausses. Le raisonnement déductif ne nous permet d'acquérir des croyances conclusions vraies que s'il prend des croyances prémices vraies. Goldman fait observer que le raisonnement est une méthode de formation des croyances conditionnellement fiable parce qu'il dépend d'autres méthodes plus basiques qui lui fournissent des prémices vraies. Donc, si on veut atteindre le but d'arriver à des conclusions vraies, à des croyances conclusions vraies, il faudrait alors s'assurer que ces prémices soient vraies.
Une deuxième norme, et je vais l'appeler la norme de la pertinence. La norme nous dit, prends seulement des prémices qui soient pertinentes pour répondre à ta question. Cette norme exprime l'idée selon laquelle les raisonnements ont une certaine direction, contrairement aux séries de pensées d'un sujet délirant, qui semble ne pas avoir de direction. Donc, quand on a une série de pensées d'un sujet délirant, on a l'impression que ces séries de pensées partent dans tous les sens. Elles ne semblent pas avoir une direction. Donc, il semblerait qu'avoir une certaine direction est constitutif du raisonnement en général. On n'a pas envie de dire que quelqu'un, quand ça part dans tous les sens, il est en train de raisonner. Donc, voici une hypothèse plausible, c'est qu'il confère une direction au raisonnement et qu'il fait partie d'une enquête où l'on veut répondre à des questions. Donc, c'est une idée qu'on trouve chez Shaw, peut-être chez Peirce, je ne sais pas. Donc, je vous donne quelques exemples pour essayer de justifier cette norme. Si ma question est de savoir si Donald Trump sera élu comme le prochain président des États-Unis, je vais commencer mon raisonnement dans une certaine direction et négliger d'autres directions qui sont logiquement possibles, mais pas pertinentes. Il n'est pas pertinent de prendre comme point de départ de mon raisonnement les croyances prémises que 2 plus 2 égale 4 ou que le soleil se lève tous les jours. Même si ces prémices satisfont à la norme de la vérité, elles ne me mèneraient pas trop loin dans mon enquête. En effet, on aurait des doutes sur les compétences de raisonnement de quelqu'un qui essayerait de répondre à la question posée avec de telles prémices. Bien sûr, il n'y a pas de méthode magique pour déterminer quand une prémisse, croyance est pertinente pour répondre à une question, c'est-à-dire quand elle va nous mener dans la bonne direction. Néanmoins, je crois que nous avons un sens assez bon d'où commencer. Si la question est de savoir si Donald Trump sera élu comme le prochain président des États-Unis, nous trouvons très naturel de regarder les résultats des derniers sondages ou d'examiner l'histoire politique récente des États-Unis et formuler des prémices croyances sur ces bases. La troisième norme, je vais l'appeler la norme de l'adéquation, qui consiste à dire « utilise une méthode de raisonnement adaptée à ton enquête ». Cette norme exprime l'idée selon laquelle tous les types de raisonnements ne sont pas adaptés pour tous les types d'enquêtes. Si Sherlock Holmes veut identifier l'assassin sur la base d'un certain nombre d'indices, il serait inapproprié pour lui de faire une déduction. Peut-être, effectivement, il peut utiliser la déduction, mais ce qui va le mener à la conclusion, ce n'est pas seulement une déduction. Son enquête semble demander un type de raisonnement abductif. Si un psychologue veut tester une hypothèse sur le rôle du biais de confirmation dans un certain nombre de tâches cognitives, il vaudrait mieux qu'il fasse des statistiques et raisonne par induction. Donc l'hypothèse, c'est que chaque type de raisonnement a des normes propres qui guident nos choix dans l'enquête. Parfois, ces normes nous interdisent d'utiliser ces raisonnements dans certaines enquêtes. Et ma suggestion, c'est que l'activité du raisonnement déductif est guidée par une norme que je vais appeler la norme de l'infaillibilité. Si, étant donné tes données disponibles, la conclusion Q pourrait être fausse, ne déduis pas la croyance conclusion Q. La justification de cette norme, c'est qu'elle rend explicite l'un des traits les plus caractéristiques du raisonnement déductif vis-à-vis d'autres types de raisonnements. Autrement dit, elle nous permet de distinguer ce type de raisonnement d'autres types de raisonnements. Contrairement à l'induction ou à l'abduction, la déduction est censée garantir la vérité de la conclusion lorsque les prémices croyances sont vraies. Si les prémices croyances sont vraies, la croyance conclusion ne peut pas être fausse. Donc, on a ici quelques normes que j'ai utilisées que j'ai essayé de dériver de ce que j'ai identifié comme les buts, the aim of theoretical reasoning. J'ai introduit une norme pour un type de raisonnement que j'ai appelé le raisonnement déductif. Maintenant, il faut observer que ces normes sont des normes objectives, dans la mesure où elles sont formulées indépendamment des états psychologiques des agents. Cela peut poser au moins deux problèmes. Il semblerait difficile de comprendre comment ces normes peuvent guider les agents quand ils raisonnent, parce que ces normes sembleraient être trop détachées de leur capacité cognitive. En plus, on pourrait avoir l'intuition selon laquelle ces normes sont trop strictes. Elles doivent classer comme incompétents des raisonnements qui ne sembleraient pas être
incompétent. Par exemple, un sujet pourrait prendre des prémices fausses comme point de départ de son raisonnement, sans pour autant faire un raisonnement incompétent. Je suggère donc de caractériser la déduction compétente par rapport à des normes subjectives qui, en quelque sorte, nous permettent de garder la trace des normes objectives. Ces normes subjectives sont plus faciles à suivre que les normes objectives, et leur raison d'être, c'est qu'elles nous permettent de suivre les normes objectives. Et c'est là où j'ai quelques doutes, je ne sais pas comment articuler les deux, peut-être vous pouvez m'aider. Un agent suit les normes objectives en suivant des normes subjectives. Donc voici une norme inspirée des chats, donc je l'appelle la norme du soutien épistémique. Prends seulement des propositions bien étayées par tes sources épistémiques comme prémisse. Sinon, ne les prends pas comme prémisse. Donc, chat dit « We cannot directly check our representations against the truth », mais nous avons des moyens d'augmenter les probabilités d'avoir des prémices vraies. Nous pouvons former des croyances prémices sur la base de données ou des sources épistémiques fiables. Si on prend au sérieux cette norme, elle semble avoir une conséquence psychologique directe. Si la vie cognitive d'un agent est régulée par cette norme, l'agent sera disposé à surveiller, j'ai mis, monitor, les données en faveur et les sources épistémiques de ces prémices. Et pour la norme de l'infaillibilité, je vais proposer une norme de la certitude. Si vu l'ensemble de tes données disponibles, il te semble que la conclusion Q pourrait être fausse, ne déduis pas la conclusion Q. Encore une fois, cette norme semble expliquer certaines de nos intuitions concernant les choix des méthodes de raisonnement. Si, vu l'ensemble de ces données disponibles, Sherlock Holmes peut conclure que le majordome est l'assassin, il peut reconnaître cependant que, vu la nature de la méthode qu'il a employée, la possibilité que le majordome ne soit pas l'assassin n'est pas complètement exclue. Cette hypothèse est peu probable, mais pas impossible. Un biologiste peut conclure que tous les signes sont blancs sur la base d'un certain nombre d'observations. Or, il serait disposé à reconnaître qu'il n'est pas tout à fait exclu que tous les signes ne soient pas blancs. Bref, la norme de la certitude régule seulement le raisonnement déductif et pas l'abduction ou l'induction. Si nous postulons cette norme, nous pouvons alors expliquer notre disposition à choisir la déduction seulement pour un certain type d'enquête. Donc voilà la partie très controversée que je viens d'introduire. Maintenant, on va essayer de regarder à la lumière de cette caractérisation préalable de la déduction compétente les contre-exemples de Dretske. On va voir si on peut éviter les conséquences fâcheuses de l'exemple tout en gardant les principes de clôture. Mon hypothèse est que ces contre-exemples, peut-être d'autres, mais au moins ces contre-exemples, violent les normes de la pertinence et de la certitude. Comme ces normes caractérisent la déduction compétente, il ne s'agit pas de vrais contre-exemples, mais plutôt des cas où le principe de clôture est vrai de manière vide. Je suggérais que le raisonnement théorique est guidé par une question. Cette question lui donne une certaine direction. Les questions peuvent émerger de plusieurs façons, mais une manière paradigmatique d'introduire des questions est par d'actes de parole tels que les affirmations. Velleman et Shah disent, par exemple, si quelqu'un affirme Q, on peut se demander si l'on devrait croire que Q. Pour répondre à cette question, il est souvent nécessaire d'entamer un raisonnement. On va supposer maintenant qu'il y a certaines questions qui requièrent un raisonnement déductif. Ce raisonnement sera alors régulé par la norme de la pertinence. Or, les cas qui semblent poser des problèmes pour les principes de clôture semblent violer cette norme. On va considérer la série de pensées suivantes. Ceci est un zèbre. Si ceci est un zèbre, ceci n'est pas une mule déguisée comme zèbre. Donc, ceci n'est pas une mule déguisée comme zèbre. J'ai écrit ces prémices et conclusions comme une série de pensées parce que les passages semblent manquer le type de direction qu'on a décrit auparavant. Et on avait dit que l'une des caractéristiques des raisonnements, c'est qu'il semble avoir une certaine direction. Supposez que vous êtes en train de voir un animal avec des bandes noires et blanches et que vous formez la croyance « ceci est un zèbre ».
Or, votre ami vous signale, les fonctionnaires du parc zoologique ont décidé de remplacer le zèbre par une mule déguisée, car leur zèbre est décédé la semaine dernière. Cette affirmation introduit une question. Dois-je croire que ceci est une mule déguisée? Afin de répondre à cette question, vous devez prendre comme point de départ seulement des prémices pertinentes. C'est justement l'idée de la direction. Vous allez négliger certaines prémices parce qu'elles ne vont pas vous mener vers le but de répondre à la question et privilégier d'autres prémices. Or, ça semble exclure un raisonnement déductif basé sur la croyance prémisse « ceci est un zèbre ». Si vous n'avez pas de compétences en zoologie, alors vous ne pouvez pas répondre à la question « dois-je croire que ceci est une mule déguisée » sur la base d'une prémisse croyance perceptive. En effet, l'hypothèse en question implique que vous auriez la même expérience perceptive s'il s'agissait d'une mule bien déguisée comme zèbre. Si vous avez des compétences en zoologie, alors vous n'avez pas besoin d'effectuer des raisonnements déductifs pour répondre à la question. Il vous suffit tout simplement de faire appel à vos capacités de reconnaissance perceptive pour répondre à cette question. Une autre réponse qui a été introduite par Jonathan Fogel et qui a été réintroduite récemment par Carter et Pritchard consiste à faire appel à des données inductives. Et il donne quelques exemples. This will include evidence regarding the plausibility of this deception, the likelihood of it being spotted, the penalties that would be imposed were it to be discovered, the lengths that one would need to go in order to make this deception plausible, including the costs that one would incur, and so on. Maintenant, si vous faites appel à ces considérations pour étayer votre conclusion que ceci n'est pas une mule déguisée comme zèbre, alors le raisonnement déductif ne jouera aucun rôle dans votre enquête. En effet, vous serez en train de passer implicitement à utiliser une méthode inductive pour répondre à la question. Bref, il est difficile de construire la série de pensées proposée par Dretske comme un raisonnement déductif avec une certaine direction. Comme avoir une direction distingue un raisonnement d'une simple succession d'idées, la conclusion de la déduction compétente n'est pas satisfaite. On avait dit qu'il faut arriver à la conclusion, à la croyance-conclusion de manière compétente. Si l'analyse de ce qui distingue une simple série de pensées d'un raisonnement déductif est correcte, alors ça constitue une violation de cette norme. Les contre-exemples supposés semblent aussi violer la norme de la certitude. Si, vu l'ensemble des données disponibles, la conclusion Q pourrait être fausse, ne déduit pas la croyance conclusion Q. On avait dit qu'on doit choisir une méthode de raisonnement adaptée à l'enquête. Et j'ai suggéré que lorsque nous choisissons une déduction, de faire une déduction, nous sommes tacitement guidés par la norme de la certitude. Or, il semblerait que cette norme n'est pas respectée dans les cas problématiques. Imaginons que Julie essaye de faire un raisonnement avec les prémices 1 et 2 qu'on vient de mentionner. Étant un agent normal, Julie est disposée à surveiller les soutiens épistémiques de ces prémices. C'est ce qu'on avait postulé pour satisfaire à la norme de la vérité à partir de la norme du soutien épistémique. Cela constitue sa façon de suivre la norme du soutien épistémique. Quand Julie surveille la source perceptive de la prémisse 1, elle se rend compte du caractère limité de ses capacités perceptives. Elle s'aperçoit que ses capacités perceptives lui permettent d'avoir des croyances vraies en la prémisse 1, dans plusieurs situations, mais pas dans toutes les situations possibles. Or, il semblera à Julie que la proposition exprimée par « ceci n'est pas une mule déguisée comme zèbre » pourrait être fausse. Lorsque Julie forme cette pensée, elle s'aperçoit que la norme de la certitude n'est pas satisfaite. Donc, elle sait qu'elle ne doit pas passer à la conclusion croyance. Si elle le faisait, elle devrait utiliser une autre méthode épistémique comme l'induction, mais pas la déduction. Donc, selon l'analyse de Dretske, le scénario de zèbre constitue un contre-exemple au principe de clôture épistémique, parce qu'un sujet avec des capacités de discrimination perceptive normale et qui n'a pas vérifié l'animal peut savoir que ceci est un zèbre sans être en position de connaître la conclusion par une déduction. Moi, j'ai proposé une analyse différente. Selon cette analyse, le scénario de zèbre est un cas où le principe de clôture épistémique est vrai,
mais vrai de manière vide parce que la conclusion de déduction compétente n'est pas satisfaite. Il y a au moins 2 normes de la déduction compétente qui ne sont pas satisfaites dans les cas. Maintenant, on va passer au problème de l'immodestie épistémique et du scepticisme radical. On va essayer de voir comment on peut bloquer l'argument sceptique et aussi les conséquences d'immodestie épistémique, tout en gardant les principes de clôture épistémique qu'on avait formulés avant. Notre argument sceptique radical avait la forme suivante. Julie ne sait pas qu'elle n'est pas un cerveau dans une cuve. Si Julie sait que ceci est un cerveau, alors elle sait qu'elle n'est pas un cerveau dans une cuve. Donc, Julie ne sait pas que ceci est un cerveau. On peut bloquer l'argument si l'on nie la prémisse 2. Une manière de le faire est de rejeter les principes de clôture épistémique, comme l'a fait Dretske. Mais je crois qu'on peut rejeter la prémisse 2 et garder les principes de clôture épistémique. Il y a au moins 2 manières de le faire. On peut dire que l'argument sceptique repose sur un autre principe de clôture qui n'est pas vrai. C'est le principe de clôture sous implication connue. C'est un principe très populaire, on trouve chez Cohen, Dretske, DeRose, Sosa. Si un agent S sait que P et S sait que P implique Q, alors S sait que Q. Ce principe peut effectivement nous permettre de justifier la prémisse 2, mais il n'est pas vrai. Un agent peut savoir que P et savoir que P implique Q sans pour autant fonder sa croyance que Q sur la connaissance que P. C'est pour ça que John Hawthorne insistait sur le fait qu'il faut faire quelque chose pour avoir la croyance. Il faut tirer la conclusion. Et cette condition n'est pas introduite dans cette version du principe. Donc, ce principe est bien pour valider l'argument, mais c'est un principe qui a des contre-exemples, donc on ne peut pas... on est autorisé à dire, voilà, l'argument est valide, mais on a un principe qui a des contre-exemples pour valider l'argument. Pour motiver la prémisse 2. Le principe de clôture sous la déduction compétente évite l'objection qu'on vient de mentionner. Cependant, l'argument sceptique n'est plus valide lorsque l'on utilise ce deuxième principe. En effet, il n'est pas difficile d'appliquer nos remarques précédentes au cas sceptique. Supposons que Julie suit un séminaire d'épistémologie. À un certain moment, Julie se pose des questions un peu existentielles. Suis-je un cerveau dans une cube? Est-ce qu'un malingénie me trompe? Si Julie voulait trancher ces questions, il serait inapproprié pour elle de faire un raisonnement qui prend comme point de départ sa connaissance perceptive des propositions ordinaires comme ceci est un cerveau. Ces propositions ne constituent pas un bon point de départ pour son enquête, parce que l'idée des hypothèses sceptiques est justement que son expérience serait en tout point identique à son expérience ici et maintenant. Par conséquent, Julie ne peut pas répondre à la question sur la base de ces prémices, même si la négation des hypothèses sceptiques en question est une conséquence logique de sa connaissance de ces prémices. Par conséquent, le principe de clôture est vrai de manière vide lorsque l'on a affaire à un lien entre des propositions ordinaires et la négation d'hypothèses sceptiques. Or, un principe vrai de manière vide ne nous permet pas de justifier la prémisse 2. Si le principe de clôture est vrai de manière vide, on peut aussi bloquer l'argument néomouréen, que nous avons qualifié comme épistémiquement immodeste. Supposons que Julie essaye de faire l'argument suivant, les raisonnements suivants, pardon. Ceci est un cerveau. Si ceci est un cerveau, alors je ne suis pas un cerveau dans une cube. Je ne suis pas un cerveau dans une cube. Cet argument viole la norme de la certitude. Je vous répète la norme. Si vu l'ensemble des données disponibles, la conclusion Q pourrait être fausse, ne déduit pas la croyance conclusion Q. Si Julie a bien compris la nature des hypothèses sceptiques, elle sait qu'il s'agit des cas où ces expériences seraient erronées et indiscriminables de ces expériences ici et maintenant. Au lieu d'être produite par un monde externe, elle serait produite par un malingénie ou un ordinateur surpuissant. Si Julie accepte que ces hypothèses soient possibles, il doit lui sembler que la conclusion « je ne suis pas un cerveau dans une cuve » pourrait être fausse. La plupart des néomouréens acceptent que les hypothèses sceptiques radicales soient possibles. Par conséquent,
ils ne peuvent pas faire le raisonnement déductif sans violer la norme de la certitude. En effet, cette norme interdit à Julie de déduire la croyance-conclusion « je ne suis pas un cerveau dans une cuve ». On voit donc comment on peut bloquer l'argument sceptique sans pour autant succomber à l'immodestie épistémique des philosophes néo-mouriens. On a aussi réussi à préserver les principes de clôture que j'ai mentionnés au début. Ces principes essayent de rendre explicite l'intuition selon laquelle la déduction est une bonne manière d'accroître nos connaissances. Or, j'ai suggéré qu'il s'agit d'une bonne méthode à condition qu'elle respecte les normes constitutives du raisonnement déductif. Du moment où on viole ces normes, il n'est pas clair qu'on est en train de faire un raisonnement, ou en tout cas un raisonnement compétent. On peut discuter la différence. Donc voici quelques remarques assez tentatives. Donc, une défense approfondie du principe de clôture devrait considérer d'autres problèmes comme les propositions de loterie qui mènent à ce que Fogel appelle un demi-scepticisme, les paradoxes dogmatiques pour lesquels je n'ai pas de solution. Ma suggestion est de nous assurer que la condition de déduction compétente soit satisfaite dans chaque cas. Donc, si on veut proposer une version du principe de clôture épistémique dont l'antécédent inclut une condition de déduction compétente, donc il faut s'assurer que les cas respectent cette condition. Mon hypothèse est que la plupart des énigmes que soulèvent les principes de clôture épistémique relèvent des tensions entre ce qu'on avait appelé argument, qui est une entité abstraite, et raisonnement, qui est une activité d'acquisition de croyances vraies ou de connaissances. Si on accepte qu'il y a des normes du raisonnement au-delà des normes logiques, on peut dire que ces énigmes révèlent des tensions alors entre deux types de normes. Les normes logiques semblent nous dire que l'on peut déduire les conclusions par du modus ponens ou modus tollens, mais dans certains cas, et ça c'est l'idée de faire une analyse du raisonnement déductif, il y a peut-être d'autres normes qui recommandent de ne pas faire les passages à la conclusion, ou même de ne pas entamer le raisonnement déductif. Il me semble que les cas où nous pouvons élargir nos connaissances par la déduction sont les cas où ces deux types de normes sont en harmonie. Je n'ai pas une analyse d'harmonie, mais voici l'intuition. C'est comme s'il y avait des cas où on essaye de contrôler des aspects psychologiques pour que les raisonnements déductifs puissent être guidés seulement pour les normes de la logique. Donc, ce n'est donc pas surprenant, donc il faudrait faire une analyse de ces cas détaillée, que ce soit dans les cas de raisonnement formel des mathématiques et de la géométrie que nos intuitions concernant les pouvoirs de la déduction, comme méthode d'acquisition des connaissances, soient les plus fortes. Et effectivement, les défenseurs du principe de clôture signalent très souvent que si un certain principe de clôture épistémique est vrai, on a une bonne explication de pourquoi la preuve mathématique est une bonne manière d'élargir nos connaissances. Donc peut-être c'est qu'il y a une différence entre la manière dont les normes logiques et les normes du raisonnement opèrent dans des cas informels, disons, et dans les cas plus contrôlés des raisonnements mathématiques et géométriques. Donc une tâche future serait de comparer les mérites de l'approche que je viens d'esquisser avec d'autres formes de compatibilisme. Par exemple, le contextualisme et le contractivisme proposent aussi des manières d'éviter l'immodestie épistémique tout en gardant une certaine version du principe de clôture. Le problème de ces conceptions, à mon avis, c'est qu'elles révisent notre conception ordinaire de la connaissance. Par exemple, pour les contractivistes, il n'y a pas de relation de connaissance dyadique à une proposition, mais il y a toujours une relation triadique. I know that P rather than Q, par exemple. Ça semblerait, je crois, réviser notre concept ordinaire de connaissance parce que même si on accepte qu'il y a des connaissances contrastives, on aimerait bien avoir des cas de connaissances dyadiques. Donc, si on arrive à éviter l'immodestie épistémique tout en gardant les principes de clôture avec une analyse de la déduction compétente, il me semble qu'on peut avoir les bénéfices de ce type d'approche sans réviser notre concept ordinaire de connaissance.
Une autre approche consiste à être contextualiste. Donc, on dit que chaque fois que je considère une hypothèse sceptique, les standards de la connaissance montent à tel point que je ne peux pas les attendre. Et donc, je ne connais pas la proposition ordinaire et pas la proposition impliquée comme la négation de l'hypothèse sceptique. On voit bien comment on peut expliquer la perte de la connaissance sans postuler des standards variables. On a un seul standard, c'est le standard de la déduction compétente qui fait le travail. Donc chaque fois que je vais entrer dans un contexte, entre guillemets, de déduction compétente, je suis soumis à la norme de la certitude. Et cette norme explique pourquoi, par déduction sur la base des propositions ordinaires, je ne peux pas attendre ce type de conclusion. Parce que cette norme est en train de réguler cette activité de déduire. Donc voilà, c'est un large projet de voir les mérites et les défauts. Je crois qu'il y a certaines vertus, par exemple, si vous savez acheter les petites considérations que j'ai faites pour motiver ces normes, elles me semblent intuitives. Par contre, un contextualiste doit avoir une théorie de l'erreur, doit nous dire qu'on est aveugle sémantiquement, donc nos concepts de connaissances changent sa valeur selon les standards et on se trompe souvent sur ces variations. Donc ça pourrait être une vertu de cette approche par rapport à cette autre. Merci.